Bonjour. La deuxième partie de la révision du programme d'économie générale et statistique est sous forme de QCM, visant le même objectif, l'évaluation des acquis. Commençons. Alors, première question. La fluidité sur le marché de la concurrence pure et parfaite signifie A. L'ouverture du marché aux seules grandes entreprises disposant de ressources financières abondantes. B. L'absence de barrières à l'entrée et à la sortie du marché. C. L'absence d'informations sur le marché. Et D. L'offre d'un produit homogène sur le marché. Je vous conseille d'arrêter la vidéo le temps de répondre et après reprendre pour pouvoir vérifier votre réponse. Oui, donc la bonne réponse est B, puisqu'on parle de fluidité, l'une des conditions du marché CPP. C'est l'absence de barrières à l'entrée et à la sortie. Et là, je vous rappelle les autres conditions de ce marché CPP. Il s'agit de l'atomicité de l'offre et de la demande, la transparence sur le marché, l'homogénéité du produit et la mobilité des facteurs de production. Ce sont des conditions que nous avons déjà expliquées. Deuxième question. Un titre de créance négociable émis par une banque est A. Certificat de dépôt. B. Un bon de trésor. Et C. Un billet de trésorerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le titre de créance négociable émis par une banque est le certificat de dépôt. Alors, pour ce qui est du bon de trésor, il est émis par l'État et le billet de trésorerie émis par l'entreprise. Et dans ce cas, on va garder la bonne réponse A. Troisième question. Le taux d'inflation est passé de 4% à 3% entre 2013 et 2014. Est-ce qu'on va parler dans ce cas de déflation, proposition A, désinflation, proposition B, ou stagflation, proposition C? Un taux d'inflation qui passe de 4 à 3%. Est-ce qu'il s'agit de déflation, désinflation, stagflation? Eh bien, c'est la réponse B. C'est une désinflation. Rappelons les termes liés à l'inflation. Alors, on commence par la désinflation. Comme on l'a vu, c'est un ralentissement du taux d'inflation. Exemple, un taux d'inflation qui passe de 3% à 2%. Comme vous pouvez le remarquer, le taux reste positif, mais il s'agit là d'un ralentissement. Après, nous avons la déflation, et là, c'est une baisse du niveau général des prix. C'est le contraire de l'inflation, et nous avons un taux négatif. Troisième terme, la stagflation. Nous avons deux termes en fait, stagnation et inflation. Il s'agit d'une coexistence d'un taux d'inflation élevé et une faible croissance accompagnée d'un taux de chômage élevé. Enfin, nous avons l'inflation sous-jacente. Il s'agit d'une inflation qui exclut les produits à prix volatiles et les produits dont les prix sont fixés par l'État, subventionnés, administrés par l'État. Quatrième question. Le circuit économique ouvert retrace A. Les flux physiques et monétaires entre les agents économiques résidant dans un pays. B. Les seuls flux physiques entre les agents économiques résidant dans un pays et entre ces agents et le reste du monde. C. Les flux physiques et monétaires entre les agents économiques résidant dans un pays et entre ces agents et le reste du monde. Et D. Les flux physiques et monétaires entre les entreprises résidentes. La bonne proposition est C. Le circuit économique ouvert retrace les flux physiques et monétaires entre les agents économiques résidant dans un pays et entre ces agents et le RDM, puisqu'il y a le RDM, donc c'est un circuit économique ouvert. Cinquième question. Dans le cas d'une politique monétaire anti-inflationniste, Banque Maghreb peut A. Diminuer le taux de la réserve monétaire obligatoire.
B. Pratiquer une opération d'open market en achetant des bons de trésor sur le marché monétaire. C. Augmenter son taux directeur. Et D. Acheter des devises dans le cadre des opérations de swap de change. Alors, il s'agit là d'une politique monétaire anti-inflationniste qui va assurer la stabilité des prix. Alors, si Banque Maghreb diminue le taux de la réserve monétaire obligatoire, ça va augmenter la liquidité bancaire. Donc, ça va augmenter les crédits. Ça va faciliter l'octroi des crédits et donc augmentation de la demande. Qui dit augmentation de la demande dit augmentation des prix, inflation. Donc, ce n'est pas possible. Deuxième proposition, pratiquer une opération d'open market en achetant des bons de trésor. Donc, en achetant, on va injecter, Banque Maghreb va injecter de la liquidité. Donc, ça va augmenter la masse monétaire, encouragement de la demande, augmentation des prix, inflation. Donc, ce n'est pas possible. On passe à C. Augmenter son taux directeur. Oui, parce que ça va freiner les crédits et donc ça va baisser la demande et ça va baisser les prix. Donc, c'est la proposition C. D'accord? Donc, on va prendre C. Sixième question. Le PIB au Maroc mesure la richesse créée par A. Toutes les entreprises résidentes sur le territoire marocain. B. Tous les agents économiques nationaux, quel que soit le lieu de leur résidence. C. Tous les agents économiques résidant sur le territoire marocain. Et D. Toutes les entreprises marocaines résidentes au Maroc ou à l'étranger. Alors, pour la proposition A, toutes les entreprises résidentes sur le territoire marocain, non, parce que le PIB ne s'intéresse pas seulement aux entreprises. B, tous les agents économiques nationaux, quel que soit le lieu de leur résidence, non, c'est lié à la résidence sur le territoire marocain. C, tous les agents économiques résidant sur le territoire marocain. Et c'est la bonne proposition. D, là, les entreprises déjà non, donc ça ne concerne pas seulement les entreprises, donc on va prendre la proposition C. Septième question, l'effet d'éviction signifie que l'effort de relance budgétaire se traduit par. L'effet d'éviction est une limite de la relance budgétaire. Alors, est-ce que cet effet se traduit par A, l'allègement de la dette publique, B, le détournement de l'épargne nationale au profit de l'État au détriment du secteur privé, C, la hausse des importations et D, la hausse des impôts. Lorsqu'on parle d'effet d'éviction, c'est lié directement au détournement de l'épargne nationale au profit de l'État au détriment du secteur privé. Là, on va essayer de rappeler les limites de cette relance budgétaire. La première limite de la politique budgétaire de relance que nous avons déjà évoquée est l'effet d'éviction. En effet, lorsque l'État veut faire face au déficit budgétaire, il fait appel au marché de capitaux. Donc la demande sur ce marché va augmenter et par conséquent, le taux d'intérêt augmentera, ce qui va décourager le secteur privé puisque l'emprunt sera plus coûteux. Deuxième limite, la contrainte extérieure. La politique budgétaire de relance vise l'encouragement de la demande. Mais attention, l'augmentation de cette demande peut profiter aux importations et détériorer les comptes extérieurs, d'où le déficit de la balance commerciale. Cette demande encouragée par la politique budgétaire de relance va s'orienter vers les produits importés, ce qui va profiter aux produits étrangers au détriment des produits nationaux. Donc l'économie nationale ne va pas en profiter. Troisième limite, l'effet boule de neige. Il s'agit d'une auto-alimentation de la dette. Une dette
alimente la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, ce qui va augmenter les charges et ce qui va aggraver la situation. Alors, il s'agit d'un cercle vicieux d'auto-alimentation de la dette. Une dette importante implique le versement d'intérêts considérables aux épargnants de l'État. Le poids de ces intérêts aggrave et conduit à un nouvel endettement public qui, à son tour, conduira à un niveau d'intérêt encore plus important, et ainsi de suite. Donc, c'est une auto-alimentation de la dette. Dernière limite, le risque d'inflation. Puisque la politique budgétaire de relance vise l'augmentation de la demande, bien sûr de la demande globale, alors une fois la demande augmente, il y a augmentation des prix, d'où le risque de l'inflation. On reprend les questions et on passe à la 8e. Dans le cadre d'une politique budgétaire de relance, la contrainte extérieure désigne le fait que les déficits budgétaires risquent d'entraîner. Alors déjà, la contrainte extérieure, c'est une limite de cette politique de relance. On va voir si vous avez compris le rappel que nous avons déjà fait. Alors, la contrainte extérieure, est-ce qu'elle désigne le fait que le déficit budgétaire risque d'entraîner A. Le détournement des moyens de financement au profit de l'État. B. L'accroissement des importations. C. L'accroissement des exportations. Et D. L'accroissement des charges de la dette publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà A, on l'a déjà évoqué. Le détournement des moyens de financement au profit de l'État. Il s'agit d'un effet d'éviction. L'accroissement des importations. Oui, parce qu'on a dit que la demande, une fois encouragée, peut s'orienter vers les produits importés, ce qui va augmenter les importations. Donc, on prend le B. La question numéro 9. La masse monétaire est définie comme A. L'ensemble des moyens de paiement en circulation à un moment donné dans une économie détenue par des agents économiques non financiers. B. La circulation fiduciaire dans une économie. C. La monnaie divisionnaire. D. La monnaie scripturale et les placements à vue. Alors, soit B, C, D, il s'agit d'une composante de la masse monétaire. Ça veut dire que c'est la définition A que nous allons retenir. C'est l'ensemble des moyens de paiement en circulation à un moment donné dans une économie détenue par les agents économiques non financiers. Rappelons les composantes de la masse monétaire notée M3. Elle comporte M1, qui regroupe la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale. Circulation fiduciaire sont les billets et monnaies mises en circulation par Banque Marie. Et monnaie scripturale sont les dépôts à vue créditeurs. Maintenant, deuxième composante M2, qui regroupe M1 et les placements à vue, compte d'épargne auprès des banques. Et bien sûr, M2 plus les placements à terme, c'est-à-dire les autres actifs monétaires, nous donne M3. La question numéro 10. La revente des billets de trésorerie se fait sur A. Marché financier primaire. B. Marché financier secondaire. C. Marché de change. D. Marché des titres de créances négociables. C'est le marché des titres des créances négociables et donc la réponse D. Puisque les billets de trésorerie sont des titres de créances négociables dont le remboursement généralement ne dépasse pas un an. Donc on est dans le marché à court terme, c'est-à-dire le marché monétaire. On va essayer de rappeler également les deux types de marchés financiers, le marché primaire et le marché secondaire. On rappelle ces deux marchés. Nous avons marché primaire et marché secondaire. Sur le marché primaire, les émetteurs émettent des titres neufs. Et bien sûr, le prix est appelé prix d'émission. Alors, sur le marché secondaire, ces titres déjà émis vont être revendus.
par les investisseurs à d'autres investisseurs. Et le prix dans ce cas sera un prix de marché. La question numéro 11. La baisse des taux d'intérêt sur les crédits bancaires peut induire, autrement dit, la conséquence d'une baisse des taux d'intérêt, bien sûr sur les crédits bancaires. Alors, quelles sont ces conséquences? Proposition A. Une inflation par la monnaie. B. Une inflation par les coûts. C. Une inflation par la demande. C'est une inflation par la monnaie. Et nous allons rappeler ces causes d'inflation en détail. La première inflation est une inflation par la demande correspondant à la théorie keynésienne. Un excès de la demande que l'offre n'est pas en mesure de satisfaire. Automatiquement, lorsque la demande excède l'offre, il y a augmentation des prix, d'où l'inflation. Deuxième cause, inflation monétaire. C'est ce que nous avons vu. C'est une théorie monétariste. Le principe est que la masse monétaire augmente plus rapidement que le PIB. Alors, lorsque le taux d'augmentation de la masse monétaire est plus important que celui du PIB, automatiquement, ça va engendrer une inflation monétaire. Troisième cause, l'inflation par les coûts. Alors, cette inflation n'a rien à voir avec la demande. C'est surtout une conséquence d'un comportement des entreprises qui veulent préserver leur marge bénéficiaire à la suite d'une augmentation de leurs coûts de production. Lorsque l'entreprise voit les coûts de production augmentent, donc pour préserver sa marge bénéficiaire, elle augmente le prix, même si la demande est stable. Donc c'est lié surtout au coût de production des entreprises qui désirent garder leur marge bénéficiaire. Question numéro 12. L'oligopole est un régime de marché où il y a rencontre entre A. Une multitude d'offreurs et plusieurs demandeurs. B. Un seul offreur et quelques demandeurs. C. Quelques offreurs et plusieurs demandeurs. D. Plusieurs offreurs et plusieurs demandeurs. C'est très facile. Il s'agit pour A, multitude d'offreurs et plusieurs demandeurs, eh bien c'est la concurrence monopolistique. Ça n'a rien à voir avec l'oligopole, d'accord? B, un seul offreur et quelques demandeurs, c'est le monopole. D, plusieurs offreurs, plusieurs demandeurs, c'est le CPP, ou bien la CPP, c'est-à-dire la concurrence pure et parfaite. Et donc, la bonne réponse est C, l'oligopole correspond à la situation où il y a quelques offreurs et plusieurs demandeurs. On rappelle les types d'oligopoles. Nous avons l'oligopole de paix ou bien de coordination. Il s'agit d'une entente entre les opérateurs sur les conditions du marché, les quantités, les prix, etc. Deuxième type, oligopole de combat. Sans coordination, c'est une rivalité, une concurrence acharnée entre les opérateurs pouvant conduire à une guerre de prix. Question numéro 13. La modification officielle à la baisse de la parité de la monnaie nationale, c'est-à-dire le taux de change, par rapport à une ou plusieurs devises signifie A. Réévaluation, B. Dépréciation, C. Appréciation et D. Dévaluation. Alors là, on sait déjà qu'il y a deux systèmes de change, fixe et flottant. Fixe, fixé par les autorités monétaires, et flottant, qui dépend du marché. Alors, lorsqu'il s'agit de système de change fixe, on parle de deux situations, réévaluation ou dévaluation. Pour le système de change flottant, nous avons soit dépréciation, soit appréciation.
Alors, dans ce cas, nous avons modification officielle, ça veut dire il y a fixation par les autorités monétaires. Donc, on est en train de traiter le système de change fixe. Nous avons soit réévaluation, soit dévaluation. Puisqu'on parle de baisse, eh bien c'est la dévaluation. La réévaluation concerne l'augmentation de la parité. Pour les autres, B et C, ils correspondent au système de change flottant, dépréciation et appréciation. Et là, on va retenir la réponse ou la proposition D. Dernière question. Le carré magique de Kaldor est une représentation graphique des objectifs de la politique économique conjoncturelle d'un pays. Alors, est-ce qu'il s'agit de la représentation graphique de 2 objectifs, 3 objectifs, 4 objectifs, 5 objectifs? Bien sûr, il s'agit de 4 objectifs, et ce sont les objectifs de toute politique économique conjoncturelle. Alors, nous allons en profiter pour rappeler le principe du carré magique de Kaldor. Le carré magique, il s'agit bien d'un carré qui est composé de 4 axes. La croissance, qui indique le taux de croissance en pourcentage du PIB, l'équilibre extérieur, qui indique le solde des transactions courantes en pourcentage du PIB, la stabilité des prix, il s'agit bien du taux d'inflation, et le taux de chômage sur l'axe de l'emploi. Il y a une petite précision au niveau de ce carré magique. C'est que les échelles du taux d'inflation et du taux de chômage, c'est-à-dire la stabilité des prix et l'emploi. Alors, pour ces 2 échelles, on doit inverser l'axe. Pourquoi? Parce que les objectifs sont d'atteindre 0% sur chacun de ces axes. Pour la croissance, on commence le 0 du centre, l'équilibre extérieur également. Pour la stabilité des prix et l'emploi, non. L'objectif est le 0. Donc, je ne mets pas le 0 au niveau du centre, mais on doit inverser, puisque c'est l'objectif de ces 2 axes, l'emploi et la stabilité des prix. Alors, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine révision.